Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'événement Welcome. Cet événement a été créé de toutes pièces par la promotion communication et management événementiel de l'EFAP à Bordeaux, en collaboration avec l'association des Liens du Cœur. Pour commencer, je souhaitais remercier mes camarades et en leur nom, nous souhaitions remercier l'association de nous avoir fait confiance pour mettre en place ce merveilleux projet. Et bien évidemment, remercier Annabelle Lavielle, membre de l'association et intervenante à l'EFAP, qui nous a accompagnés tout au long de cette aventure. Initialement, cet événement était prévu en présentiel et on aurait bien évidemment aimé vous voir, mais de par le contexte sanitaire actuel, nous l'avons digitalisé. Grâce à ce projet, nous avons pu découvrir l'univers des maisons d'accueil hospitalières en France et leurs besoins. Et par la suite, il nous tenait donc à cœur de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à des problématiques humaines. Aujourd'hui, les MAH sont devenus un réel besoin pour les familles. Je vais donc maintenant laisser la parole à Jean-Benoît Tambeau, président de l'association qui œuvre depuis des années afin de faire évoluer ce beau projet. Bonne journée à tous et à toutes et bon événement. Alors, je vais prendre la parole du coup. Donc, Julie Thomas, c'est d'abord un grand merci à tous et je tiens particulièrement à remercier Annabelle Lavielle et ses étudiants de l'EFAL pour l'organisation de cette journée qui effectivement ont fait preuve d'une adaptation étant donné le contexte. C'est sûr qu'on aurait aimé pouvoir se retrouver autour d'une table ronde, d'une vraie table ronde. Mais on est obligé de s'adapter et donc on va pouvoir quand même échanger et c'est vraiment ça l'essentiel. Donc merci pour tous ces efforts. Donc welcome, c'est comme bienvenue et puis welcome. Nous chérissons nous sommes bien dans une maison. Donc bienvenue dans quoi? Bienvenue dans la maison des Liens du Cœur. Donc oui, effectivement, nous allons parler d'une maison. La maison des Liens du Cœur, une maison pour qui? Une maison pourquoi? Parlons-nous là encore d'urbanisation des maisons, il y en a quand même des millions. Alors pourquoi celle-là? Qu'a-t-elle de particulier? Est-ce qu'elle est bleue accrochée à la colline? Voilà. Est-ce que c'est une copie du Falling Water, la maison la plus célèbre du monde? Est-ce que c'est une nouvelle maison de la radio? Non, décidément, rien à voir avec tout cela. Des maisons comme ça, il n'y en a pas tant que ça, voire presque pas. Alors, pourquoi et comment? Avec moi ce matin, pour en parler, j'ai 4 invités. Donc, permettez-moi de vous les présenter. Anne Moulin, vous êtes directrice du groupe hospitalier Sud au CHU de Bordeaux depuis 2018. Bonjour Anne Moulin. Anne Brésillon, vous êtes présidente de l'association ASEM, l'association de soutien scolaire pour les enfants malades. Vous avez été adjointe à la mairie de Bordeaux aux côtés d'Alain Juppé, en charge de la vie associative et du bénévolat. Bonjour Anne Brésillon. Bonjour. Patrick Ravi d'être avec vous ce matin. Nous aussi. Patrick Molinier, vous êtes responsable développement construction au sein de l'Institut technologique FCBA et coordonnateur de l'écosystème Woodrise. Bonjour Patrick Molinier. Bonjour à vous, merci. Alors, on entend derrière ces acronymes le mot bois, écosystème, construction. On reviendra là-dessus avec vous tout à l'heure et vous nous expliquerez ce qui se cache derrière tout cela. Et Jean-Benoît Tambeau, vous êtes chef de service du service de cardiologie pour les enfants au CHU de Bordeaux à Haut-l'Évêque, président de l'association Les Liens du Cœur, qui porte le projet de la construction d'une maison pour les familles et les patients. Bonjour Jean-Benoît. Donc, le professeur Tambeau nous expliquera plus en détail le projet de la maison d'accueil hospitalière appelée Les Liens du Cœur. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci à tous d'être présents avec nous ce matin. Alors, pour commencer et comprendre le contexte, je me tourne vers Madame Moulin, si elle est connectée. C'est les aléas du direct. Donc, du coup, Madame Brésillon, vous êtes avec moi. Oui, bonjour. Rebonjour. Bonjour. Eh bien, vous êtes présidente de l'ASEM. L'ASEM, c'est l'association de soutien scolaire pour les enfants malades, dont l'objectif est de permettre aux jeunes empêchés de pouvoir continuer leur rythme scolaire. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Vous avez été adjointe à la mairie de Bordeaux aux côtés d'Alain Juppé de 2008 à 2021 en charge de la vie associative et du bénévolat. Et à travers votre action auprès de la mairie, vous avez été le soutien de très nombreuses associations,
Vous avez été témoin de la richesse du développement de la vie associative à travers de nombreux événements qui ont été partagés en communication, les espaces de coworking, la Maison des familles de Bordeaux en 2018. Et vous avez vraiment vu le rôle du tissu associatif en faveur de l'intégration des jeunes. Alors pour moi, j'ai déjà une première question par rapport à ça. Ça veut dire quoi pour vous aujourd'hui être une association et être une association qui va aider les enfants malades et leurs familles? Ben, merci de m'accueillir ce matin. Je suis très heureuse de participer à cette table ronde. En effet, j'ai eu la chance de côtoyer pendant 12 ans les associations bordelaises et j'ai pu voir combien elles étaient riches, denses et qu'elles pouvaient répondre à tous les besoins de chacun, et cela pour tous les âges de la vie. Et j'aime bien citer ces chiffres. À Bordeaux, il y a 8000 assos et 85 000 bénévoles. Donc c'est bon signe, c'est signe de l'engagement de chacun et de nos concitoyens, et les jeunes particulièrement s'engagent beaucoup. Notre association de soutien scolaire aux enfants malades, en fait, a été créée il y a 30 ans et j'en suis la présidente depuis bien longtemps. Et notre idée, c'est d'éviter une rupture supplémentaire dans la vie de l'enfant. De pouvoir, nos profs bénévoles permettent à l'enfant hospitalisé ou immobilisé chez lui de pouvoir continuer à se projeter dans la vie, à continuer sa vie d'enfant, à faire des projets et à travailler comme ses copains, comme ses pairs. Et nous, notre leitmotiv, c'est un peu pas de double peine pour l'enfant malade. C'est une belle action et effectivement, c'est vraiment une difficulté pour les enfants qui arrivent aussi, effectivement, c'est vraiment une double peine. Il y a là cette maladie et ça y est, cette rupture scolaire, cette rupture sociale. Et alors vous, au travers de toute votre expérience, quels sont pour vous les besoins des enfants hospitalisés et de leur famille? Alors, je vais essayer de partager votre présentation. Un petit peu de temps. Autoriser. Voilà, je vous ai mis votre présentation. D'accord. Je pense que après le choc du diagnostic pour l'enfant malade et ses parents, je crois qu'il faut organiser une vie différente. C'est en effet, on l'a dit, une rupture dans sa vie normale à laquelle il faut faire face. Il faut quitter sa famille. Et l'enfant malade, malgré son environnement, est seul malgré tout. Je crois qu'il a besoin de repères qui sont apportés par sa famille. Les visios sont un grand progrès dans ses contacts. Et on le disait tout à l'heure, il faut qu'il continue à mener sa vie normale le plus possible malgré les soins. Les associations qui sont maintenant très présentes à l'hôpital, je pense sont très précieuses dans ce que vous disiez, Julie, dans ce maintien du lien social. Je pense aux Blues Roses, au VMEH, aux Dormeuses, à notre association, bien sûr. Mais l'enfant doit continuer à pouvoir faire des rêves. Et je pense à des associations comme Aladdin, comme Rêve. Il faut briser cet isolement. Il faut continuer. Il faut voir d'autres enfants et continuer à se projeter. Vraiment. Super. Et alors, aujourd'hui, par exemple, du côté des parents maintenant, si on se place du côté des parents qui vivent cet événement vraiment traumatisant, ces périodes vraiment difficiles, avec votre expérience, en fait, qu'est-ce que vous pouvez partager sur ce besoin des parents en particulier? Pour les parents, c'est vraiment un choc énorme. Il n'y a pas, je pense, de pire souffrance que de savoir son enfant malade et souffrant. Et je pense qu'il a besoin d'être physiquement le plus près possible de son enfant, qui soit déchargé des problèmes de la vie quotidienne. Nous, quand on arrive avec notre proposition de scolarité, c'est vraiment un soulagement dans la vie des parents parce qu'on les décharge de cela. Les parents ont envie que leur enfant continue sa vie d'avant. Et c'est un souci de moins. Donc, un souci de moins à gérer. Les parents, ils doivent malgré tout garder le moral, essayer de ne pas trop transmettre leur angoisse à leurs enfants, être disponible pour lui, et puis garder du temps pour le reste de la fratrie, ce qui est vraiment, c'est un bouleversement. D'après notre petite expérience dans notre association, on sait que c'est vraiment un bouleversement. Puis je pense aussi que les associations qui vont à l'hôpital, qui sont ni des membres de la famille, ni du personnel soignant, ni des soignants, sont aussi aux côtés des soignants une bouffée d'oxygène
pour apporter ce lien de l'extérieur aussi. Et on a souvent remarqué avec nos profs bénévoles que les enfants se confiaient en fait à ces visiteurs qui viennent pour un sujet bien précis. Ils peuvent dire des choses qu'ils n'osent pas dire à leurs parents. Et je pense que c'est un équilibre qui est important, quoi. Oui, c'est vraiment très intéressant cette action que peuvent avoir les bénévoles et qui ramène, en étant un peu extérieur, en fait, qui ramène du lien. C'est vraiment, et je pense qu'on abordera aussi ça au cours de la matinée. J'ai aussi une autre question, moi. C'est que euh, au sein d'une métropole, d'un CHU, voilà, d'une métropole qui compte vraiment des centaines d'associations, euh, quel conseil donneriez-vous à une association, à notre association pour exister en fait et rendre ces projets visibles? C'est souvent la plus grande difficulté des associations, en fait, parce que souvent elles se créent parce qu'il y a un manque, il y a un manque du service public. Typiquement pour notre association de soutien scolaire aux enfants malades, l'éducation nationale malheureusement ne peut pas aller partout. Donc c'est créer une association à Bordeaux. Bon voilà, je ne vais pas vous raconter toute cette belle histoire, mais c'est vraiment une belle histoire. Donc elle se crée, mais ensuite elle a besoin de recruter, de se faire connaître, etc. Et je pense que quand on est président d'association, il faut être bon en tout. Il faut être bon, il faut être bon en RH, bon en finance, bon en com, etc. Donc, les villes, enfin, les services de vie associative des villes sont aussi un bon écho, un bon tremplin pour pouvoir aider à communiquer. Enfin, aux côtés d'Alain Juppé, on avait mis en œuvre un certain nombre d'outils pour répondre à leurs besoins parce qu'on les connaissait. Vous avez parlé tout à l'heure d'événements, on a créé aussi une colocation qui permet aux associations d'avoir des bureaux partagés, une plateforme de l'engagement qui permet aux associations de poster des missions pour lesquelles ils cherchent des bénévoles et de matcher avec des bénévoles, enfin tout un tas d'outils. Mais c'est vrai que c'est pas tous les jours facile pour elles aussi. Il faut leur rendre hommage. C'est vrai. Et alors vous, j'ai une dernière question. Vous la verriez comment, vous, votre maison d'accueil des familles hospitalières, si vous deviez la faire? Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a 20 ans, j'ai participé à la création, et je suis toujours active dans l'association Parents Enfants Soleil qui est sur le CHU de Bordeaux, qui a été financée par la Fondation MacDo. Donc, c'est une maison sur laquelle, qui a 20 ans, un peu plus de 20 ans, sur laquelle on a beaucoup réfléchi, construit les espaces avec les architectes, construit l'animation de cette maison. Et puis, je connais une maison tout à fait différente aussi, qui est la maison des familles hospitalisées à la pelouse de Douai. Donc, c'est deux maisons. Il y a la maison Saint-Jean aussi. C'est trois maisons qui répondent à des besoins extrêmement importants des enfants et des parents surtout. Je veux dire, il faut qu'ils soient près de leur enfant. Il faut qu'ils puissent déconnecter lorsqu'ils sortent de la chambre de l'hôpital de l'enfant. Il faut qu'ils puissent, à mon avis, pouvoir mener une vie la plus proche possible de la réalité. Enfin, encore une fois, moi je connais bien cette maison du CHU de Bordeaux. Quand on voit les parents arriver d'une journée très fatigante et angoissante dans la chambre de leurs enfants, lorsqu'ils arrivent dans cette maison qui est jolie, qui est ouverte, qui est ensoleillée, qui est pleine de couleurs, ils peuvent cuisiner dans cette belle cuisine partagée avec d'autres familles, donc un peu se décharger de leur stress, de leur angoisse, partager avec d'autres parents, un peu se vider la tête, et puis vivre aussi avec leur fratrie. Donc ça, je pense que c'est des choses fondamentales, quoi. Être avec sa famille, pouvoir avoir des activités diverses et variées, pouvoir s'aérer la tête. Et lorsqu'il le lendemain matin, il retourne à l'hôpital, avoir fait le plein un peu d'oxygène et d'énergie. Merci beaucoup. Alors, je vous propose maintenant, leur avance de pouvoir revenir avec Anne Moulin. Alors, attendez, j'ai des petites manipulations à faire. Toc. Voilà, et donc là, évidemment, je ne peux plus. Alors, vous voyez toujours mon écran, hein, bien sûr. Ça,
Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, très bien. Anne Moulin, bonjour. Donc Anne Moulin, je rappelle qui vous êtes. Anne Moulin, vous êtes directrice du groupe hospitalier Sud. Donc après Sciences Po Grenoble, vous avez fait l'école des hautes études en santé publique. Vous avez été directrice adjointe aux affaires économiques au CHU de Bordeaux. Puis vous avez travaillé pendant 15 ans au CHU de Montpellier de 2003 à 2018. Et depuis 2018, nous avons le bonheur de vous avoir comme directrice du groupe hospitalier Sud au CHU de Bordeaux. Alors tout d'abord, Madame Moulin, pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être moins familiers avec le milieu hospitalier et de la géographie du CHU de Bordeaux, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le groupe Sud et ce que signifie le poste de direction du groupe hospitalier Sud? On n'a pas... Merci beaucoup de votre présentation et bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc, c'est aussi un grand bonheur de participer à cette plateforme et d'échanger sur le projet que vous portez. Alors, je suis effectivement directrice du groupe hospitalier Sud, qui est un site qui est vraiment très attachant et qui à la fois allie une technicité, une expertise et des activités high-tech de pointe, de recours, et un environnement qui est encore préservé, un environnement naturel, ce qui n'est pas commun pour un établissement hospitalier de la sorte. Pour connaître beaucoup de CHU et vous aussi, bien évidemment, c'est un espace à Haut-l'Évêque, principalement donc situé sur la commune de Pessac, qui est un espace avec des établissements différents établissements et qui est dans un site très naturel. Pour autant, gérer ce type d'établissement, donc c'est un établissement qui est au sein du CHU, donc c'est une entité. Donc nous avons des missions qui sont d'accompagner les équipes médicales, paramédicales à développer leur activité, à développer les prises en charge des patients, faire en sorte que la qualité des soins soit préservée. Donc là, avec en tout cas les équipes de cardiologie, je n'ai aucune crainte et aucune inquiétude sur le sujet. Il y a vraiment, les équipes sont animées par cette volonté d'accueillir les jeunes patients. Bon, pas que, mais là on parle des jeunes patients avec la plus grande efficience possible. Donc, effectivement, la mission, c'est d'accompagner les projets, de faire en sorte qu'ils se réalisent dans des délais rapides, voilà, et de faire en sorte que les patients soient dans les meilleures conditions possibles de prise en charge. Alors aujourd'hui, sur l'hôpital Sud, sur le site Sud, il y a, je crois, 1360 lits ou 1260 lits. Mais à l'horizon 2025-2030, il y a une projection de travaux, de déménagement de services. Alors pour vous, ce sera l'hôpital de demain sur le site d'Haut-l'Évêque, ce sera quoi? Alors, l'hôpital de demain sur Haut-l'Évêque va avoir une physionomie très particulière parce que en priorité chronologique, j'entends, il va y avoir l'arrivée des urgences polyvalentes. Alors, sur ce site, nous connaissons les urgences cardiologiques notamment, les urgences vitales, digestives et les secteurs de réanimation, mais intégrer dans un site des urgences polyvalentes, c'est changer la physionomie du site. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'activités non programmées, mais également donc une reconfiguration des activités qui sont déjà existantes avec des effets boosters. Donc, on va avoir maintien avec un développement des activités digestives, avec la médecine interne et le post-urgence, et également la cancérologie, dont notre souhait est de développer, d'avoir un pôle de référence avec une masse critique importante, puisque nous sommes dans un bassin de santé où les patients ont des prises en charge de ce type. Et puis également au niveau de la cardiologie, de la chirurgie cardiaque, donc des projets importants qui sont des projets de recours régionaux, interrégionaux,
dont notamment la cardiologie, les prises en charge des cardiopathies congénitales, donc qui sont projets portés par vous-même, hein, Monsieur Coussert-Tambo, Madame Thomas. Donc un projet qui pour nous est un projet fondateur, un projet très structuré, permettant d'avoir une activité de recours pour des jeunes patients qui nécessitent ce type de soins, de thérapie, et qui ensuite ont un suivi. Et voilà, donc c'est une vraie chance en tout cas pour Bordeaux d'avoir ces activités, et pour le site sud. Ah, je vous entends plus. Je ne vous entends plus. Ah. Merci, madame. Alors, si vous deviez, je vais vous poser ma petite question, si vous deviez dessiner cette maison, vous la verriez comment, vous, votre maison d'accueil pour les familles idéales? Alors, une maison déjà très chaleureuse, une maison avec, comme l'expliquait Mme Brésillon tout à l'heure, une maison où les familles ont besoin de répit, d'être à la fois un petit peu dans des instants d'indépendance, mais aussi de se sentir entouré. Donc, les lieux ici s'y prêtent bien. Il y a des bois que l'on souhaite bien évidemment préserver. Donc, des espaces boisés classés d'ailleurs qui montrent la valeur de l'environnement. Un espace voilà, donc chaleureux, un espace qui soit adapté aussi à la vie des parents, hein, notamment qui doivent rester connectés avec leur activité professionnelle. Ils peuvent pas forcément être en totalité près de leur enfant, et donc en fait il faut aussi qu'il y ait d'autres activités. Donc une maison d'accueil qui soit intégrée à l'environnement, donc sur des aspects écologiques, transition écologique. Donc c'est déjà le projet qui est porté intègre ces éléments, et donc ça c'est vraiment très très important, puisque sur le site nous lançons différentes opérations sur ce point-là, et donc cette maison d'accueil, elle doit être vraiment intégrée sur le site, avec aussi donc des activités qui permettent aux familles et à l'entourage d'aller au-delà du soin, mais d'aller au niveau de la prévention, donc comme ce qui est proposé, prévention, l'éducation thérapeutique, d'avoir des activités aussi sportives, d'avoir des activités peut-être un peu plus ludiques. Une maison qui est connectée en ce sens aussi. Voilà, enfin, en fait, une maison qui est vraiment, je dirais, avec multi-activités et multi-missions. Alors, c'est parfait, Benoît. On verra si tout à l'heure pourra répondre à toutes vos attentes avec le projet de sa maison. Alors, je reviens juste sur la scène, excusez-moi. Hop. Patrick Molinier, alors bien sûr, je le rappelle, vous avez fait une formation initiale en aéronautique et vous avez basculé dans le domaine du bâtiment et de la construction bois. Vous avez d'abord été chargé d'affaires dans une entreprise spécialisée dans la charpente lamellée-collée, puis vous avez rejoint l'Institut FCBA comme responsable de marque de qualité et vous avez évolué au sein de l'Institut vers différentes fonctions de développement. Aujourd'hui, vous êtes responsable développement construction au sein de l'Institut technologique FCBA pour forêt, cellulose, bois, construction, ameublement. Et en 2017, vous avez créé l'événement Woodrise que vous avez d'abord organisé à Bordeaux et que vous avez ensuite exporté. Alors tout d'abord, Patrick Molinier, est-ce que vous pouvez nous expliquer FCBA, parlez-nous de cet institut et de cet événement. Merci Julie, merci à vous tous de m'accueillir dans ce
cette journée. FCBA, donc, en effet, c'est le centre de recherche et d'innovation de la filière bois. La filière bois, elle va vraiment de la graine jusqu'à l'usage, la construction, à l'ameublement. Donc, nous sommes le centre de recherche national. Le siège social est basé à Paris, mais on a la chance d'avoir toute la partie construction basée à Bordeaux, place Ravesy. Donc, c'est un bâtiment en bois dans un environnement super urbain. J'entendais beaucoup tout à l'heure le côté chaleureux du bois ou autre. À l'occasion, je vous invite à venir voir comment on vit bien dans un îlot de fraîcheur au milieu de Bordeaux. Voilà, donc c'est vrai qu'on a cette notion d'accompagnement technique scientifique, mais également de diffusion du savoir qui a donné lieu au congrès Woodrise. Et je suis en charge de développement, donc d'accompagner les maîtres d'ouvrage et les donneurs d'ordre dans retrouver l'envie de construire avec le bois. Voilà, je dis retrouver parce que ça existait avant. Bien sûr. Et alors Woodrise en 2017, un écosystème autour du bois? Oui, alors c'est vrai que je veux dire, on retrouve l'envie de construire en bois. L'être humain a une sensibilité particulière avec ce matériau, ne serait-ce dans quelques expressions. Alors on touche du bois, on aime bien se réunir autour d'un feu crépitant avec l'odeur, la vue. Voilà, il y a ce côté affectif. Et on le traduit dans la construction. Je rappelle, le bois est un matériau renouvelable. Donc, depuis une dizaine d'années, c'est vrai que le bois réapparaît dans la construction. À l'échelle bordelaise, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des opérations qui se lancent, même des opérations d'envergure, c'est-à-dire qu'on est capable de construire en bois très haut. Et puis, c'est une dynamique internationale. Et on a en effet bâti en 2017 ce fameux congrès mondial pour montrer que c'était vraiment une action internationale. Et en particulier, on a travaillé avec le Japon, on va y venir, parce que le bois, à la fois, il y a le côté très constructif, naturel, il y a ce côté psychosensoriel et bien-être avec le bois. Très bien. Et donc, oui, parce qu'en fait, on n'est pas en train de parler d'ébénisterie ni de menuiserie, n'est-ce pas? Je me souviens, vous me expliquiez ces poutres que l'on faisait venir, non pas uniquement pour des maisons, mais aussi pour des immeubles. Oui, c'est ça. Oui. Donc, aujourd'hui, on est capable de construire en bois sans problème. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, moi, quand j'ai découvert l'association en 2017, ça a été un moment d'émotion. D'abord, vous étiez tous réunis une soirée avec une intervention très, très humaine et autres. Et j'ai découvert ce projet bois de construction. Donc, en effet, on peut faire des immeubles, mais aussi des espaces à vivre, parce que c'est bien ça. Et moi, j'ai dit à Jean-Benoît, et moi, je suis passionné par ce projet, donc il faut qu'on le fasse avancer et qu'on le fasse en bois. Et je ne sais pas si… qu'on le fasse en bois, pourquoi? Parce que, je dis, c'est vrai qu'on a lancé avec le CHU, on attribue au bois ce côté chaleureux, bien-être, mais on a voulu objectiver cette notion de confort et de bien-être. On en parle beaucoup, on s'y attache beaucoup. C'est quelque chose d'important aujourd'hui. Avec ce qu'on a vécu depuis un an, c'est vrai que les gens ont naturellement retrouvé l'envie de sortir, ils vont dans des forêts ou autres, dans des environnements en bois. Voilà, donc on a travaillé sur un programme de recherche pour objectiver tout ceci, dans le cadre d'un programme franco-japonais, parce que cette sensibilité du bois, il la maîtrise beaucoup. Et on a travaillé en 3 phases. Alors, je ne sais pas si on les explique maintenant ou après, je ne sais pas comment on fait. Et oui, c'est ça, parce que c'est vraiment intéressant l'expérience qui a pu et la coopération que vous avez eue avec le Japon. Voilà, c'est ça. Donc, le Japon travaille depuis plusieurs années sur ce well-being avec le bois. Ils ont, notamment certaines entreprises, ont créé des espaces de vie où ils analysent et objectivent ce rapport avec le bois. Et donc, on a travaillé dans une première temps avec la R&D, c'est-à-dire de définir qu'est-ce que c'est que le confort. Et c'est vrai que je me rappelle une réunion avec vous au niveau recherche clinique et recherche de scientifiques de la construction bois. On parlait même mot confort, bien-être, mais on n'arrivait pas à trouver les relations. Donc, quelque part, on a mis en place ces codes et ces bonnes pratiques, et on a mis en place tous les protocoles et méthodologies pour qualifier le confort. Ça, c'était l'étape 1. On l'a fait en relation avec les Japonais qui avaient pris de l'avance sur ça. L'étape 2 qu'on a réalisée ces 3 dernières années, c'est de se dire, on va tester les protocoles, comme vous le faites en recherche clinique, c'est-à-dire qu'on va faire toucher du bois, on va faire sentir du bois, et on va voir comment les gens réagissent dans cet environnement. Et après, on les met dans un environnement de vie. Donc, on a testé sur 3 niveaux. On a fait vivre des gens, on a fait des gens dans un bureau normal, avec une table et des revêtements plastiques ou autres.
et on les a mis dans cet environnement pendant une semaine. Et la semaine après, on a changé les revêtements et on s'est rendu compte qu'il y avait une meilleure concentration, une meilleure attention, une productivité. On a fait ça également dans une chambre. On a fait dormir des gens dans un environnement avec des lits et des revêtements au sol, pierre ou autre. On a transformé, on a mis du parquet, on a mis un lit en bois et on s'est rendu compte que le sommeil profond était plus important. Et la troisième étape, c'est celle qui arrive et c'est là qu'on est ravis de pouvoir travailler avec vous, c'est de se dire comment on passe de la partie laboratoire à la grande échelle. Alors, étape 1, c'est qu'on va faire un Living Lab qui va tourner en France. Mais ce qu'on aimerait, ce qu'on a envie, c'est que cette maison des liens du cœur traduise toute la recherche, qu'elle soit conçue comme un lieu de vie et que le bois puisse apparaître comme l'élément qui rassure les gens qui y seront et qu'on y... La traduction, pour nous, c'est très important. C'est la traduction parce que de 10 ans de recherche, cette maison des liens du cœur, donc c'est très important. Et en plus, cette notion économique aussi, la filière bois est très présente en Nouvelle-Aquitaine et ce sera important aussi d'associer l'économie locale à ce projet. Oui, c'est vrai que c'est ça aussi qui nous avait vraiment rapprochés, c'est cette dynamique de recherche et d'évaluation auquel nous tenons dans notre milieu scientifique, clinique et de l'impact en fait que ça peut avoir aussi sur les gens les usagers de la maison. Et puis l'autre point, c'est l'aspect économique, c'est-à-dire que on a envie, on rêve d'une maison qui est implantée dans son système économique. On aurait envie qu'elle soit en bois d'Aquitaine. Et donc avec vous, c'est vrai qu'on s'est dit, en fait c'est possible, et en plus on va pouvoir faire plus, on va pouvoir faire vivre ces maisons, l'évaluer, évaluer son impact, et donc c'est vrai que vous nous accompagnez dans ce projet depuis le début et vraiment, on est ravis de pouvoir profiter de ça. Alors, bien sûr, j'imagine que vous, votre maison en bois rêvée, enfin, votre maison d'accueil rêvée, elle serait en bois. Alors moi, je vis déjà à Bordeaux dans une maison en bois et de la pierre parce que je pense que c'est un équilibre aussi. On s'est rendu compte que la mixité était importante. Voilà. Et vous disiez tout à l'heure, voilà, si je la dessinais, me la faites pas dessiner parce que je suis un très mauvais dessinateur, mais en tout cas, au moins dans son esprit, je pense qu'il faut que ce soit un lieu de vie important parce qu'il faut que les gens se sentent ailleurs. Et pour la petite anecdote, voilà, il y a quelques années, il y a un architecte qui a construit la maison, c'est la Girole. C'est un modèle de maison en bois. Et à un moment, il y a quelques temps, j'ai une amie qui s'est dit, je veux construire ma propre maison. Et la Girole, quand même, a cette sensibilité de la maison de vacances. Et elle bloquait totalement de faire construire à Agen une maison de vacances. Et l'architecte lui a dit, mais finalement, ça vous dérange vraiment de vivre tous les jours dans une maison de vacances? Et là, elle s'est dit, finalement, non, pourquoi je bloque? Donc voilà, quelque part, cette maison des liens du cœur, pour moi, doit être une maison de vie. Voilà, parce qu'on est dans une souffrance, on l'a bien senti. Et on doit penser à autre chose. Et je pense que le bois peut faire penser autre chose aux gens. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va passer à Jean-Benoît Tambeau. Donc, Jean-Benoît Tambeau, c'est l'enfant du pays. Il a grandi à Pessac. Il a fait ses études de médecine à l'Université de Bordeaux et puis formé en cardiologie au CHU de Bordeaux. Et puis, Jean-Benoît, tu as eu le besoin d'aller voir ailleurs. D'abord le Québec, à Montréal, au CHU Sainte-Justine en 2000, où tu as découvert les interactions que pouvait avoir le CHU avec les associations et à quel point l'impact pouvait être positif et notamment pour les patients. Et puis, nommé chef de service de cardiologie pédiatrique depuis 2007, avant une nouvelle expatriation à Londres en 2010. Et depuis, le service n'a cessé de progresser et aujourd'hui est centre de référence pour le réseau des maladies rares, des malformations cardiaques complexes. C'est un des meilleurs centres sur le territoire national et j'ai la chance de pouvoir travailler dans cette équipe. Et puis, la rencontre avec l'association Les Liens du Cœur, c'est une histoire différente. Mais surtout, évidemment, comme pour toutes les associations, elle émane de la convergence d'énergie des familles et des soignants qui l'ont réanimée, des bénévoles qui la font exister et agir, des partenaires qui la nourrissent, des patients et des familles qui la font avancer avec des projets. Et un de ces projets,
c'est créer la maison des liens du cœur pour les familles et les patients à Haut-l'Évêque. Alors Jean-Benoît, une maison des familles, c'est un peu dingue quand même comme projet. Comment, quand on est chef de service, on se dit ça peut être possible? Alors, Julie, avant de te répondre, je voulais m'excuser parce qu'on a beau être dans l'innovation et la technologie tous les jours. J'ai loupé le mot d'accueil parce que mon ordinateur ne marchait pas. Donc, je m'excuse auprès de Marine qui a fait sa merveille toute seule. Je voulais surtout remercier toute la promotion événementielle et communication de l'EFAP qui a monté cet événement depuis de nombreux mois. Ça a été un énorme boulot et je pense que ça, il faut s'en rendre compte. Féliciter toute cette promotion avec des gens qui sont merveilleux et qui ont une volonté, une énergie incroyable. Et puis surtout remercier aussi Annabelle Lavielle, leur professeur qui les a accompagnés, Annabelle qui nous accompagne au sein de l'association et qui a eu l'idée d'embarquer cette promotion autour de ce projet de maison et de concevoir ce webinar qui devait être en présentiel au départ, mais les conditions sanitaires que l'on connaît tous nous en ont empêché. Eh bien, c'est pas grave, il y a eu cette réaction, cette capacité à rebondir sur un événement virtuel. Et ça, je crois qu'il faut véritablement les féliciter et leur dire qu'ils ont réalisé un travail colossal. Donc, de tout cœur, merci. Alors aujourd'hui, c'est quoi? C'est le premier événement pour cette maison, c'est un peu le lancement. On a énormément travaillé depuis des années. Et puis, c'est un peu la concrétisation. Là, on va rentrer dans la phase opérationnelle très, très, très rapidement. Je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir tous échanger autour de sujets pratiques et véritablement extrêmement importants. Et ces tables rondes vont le permettre. Donc, voilà, c'était un petit peu ce que je n'ai pas pu faire tout à l'heure. Donc, je voulais recadrer et m'excuser et véritablement mettre à l'honneur les gens qui ont abattu un travail remarquable, puis surtout qui l'ont fait de manière absolument extraordinaire. Donc, bravo à tout le monde. Petit commentaire aussi, ce n'est pas ma maison, comme tu as pu le dire tout à l'heure. Ma maison, elle est chez moi, elle est très chaleureuse aussi. Et puis, vous pouvez venir, vous êtes bien évidemment invités. Mais cette maison, c'est la maison des liens du cœur, c'est la maison de tous les gens aujourd'hui qui ont commencé à s'exprimer, c'est la maison de tout le monde, c'est la maison des associations, c'est la maison des patients. Et pour répondre maintenant de manière directe à ta question, on a senti qu'il y avait besoin de construire un projet un petit peu différent, une maison il y a maintenant quelques années, parce qu'on est sur une situation au sein de la structure hospitalière, en tout cas à Haut-l'Évêque, avec un vide en ce qui concerne l'accompagnement et l'hébergement des patients. Anne Brésillon a rappelé tout à l'heure qu'effectivement, il y avait des structures d'hébergement, mais qui sont toutes les trois sur un rayon de 25 mètres à vol d'oiseau, puisque les trois maisons structures d'accueil sont sur le site de Pellegrin, et qu'on se retrouve un petit peu dépendant de ces structures-là, qui sont bien sûr éloignées ou trop éloignées quand on veut véritablement faire un accueil et une gestion de qualité. Donc finalement, on est parti d'une feuille blanche, comme le disait Patrick Moulinier tout à l'heure, et on s'est dit, c'est quoi la maison d'accueil idéale pour des patients avec malformation cardiaque congénitale, ça c'est certain. Et puis après, très vite, c'est quoi la maison d'accueil idéale pour des patients, des familles qui vont utiliser le site de Haut-l'Évêque à Bordeaux. Madame Moulin l'a rappelé, c'est un site qui est en pleine expansion, qui deviendra très probablement un des sites où il y aura le plus d'activités bientôt sur la région, parce qu'il y a encore un petit peu de foncier qui permettent de se développer. Donc on est véritablement sur des gros projets immobiliers sur le site pour réorganiser avec des urgences, avec de la réanimation, des thématiques et des services qui sont tous des services d'exception, des services qui innovent énormément. Et le gros manque de tout ça, c'est que fait-on de l'hébergement, que fait-on des patients? Et puis surtout, la question qu'on s'était posée, Julie, c'est comment on peut faire de l'ambulatoire aujourd'hui, puisque c'est le mot effectivement que l'on entend dans tous les programmes d'organisation de santé. Et on est convaincu que si la réalité de demain, c'est sûr qu'il y aura de plus en plus d'ambulatoires, il faut juste se rappeler qu'on est en train de construire des systèmes hospitaliers ou des systèmes de référence ou des systèmes très innovants, mais qui finalement ont tendance à se concentrer et donc à éloigner un peu plus chaque patient potentiel de ces endroits, puis s'ils n'habitent pas dans les grosses villes, et que c'est pour permettre de l'ambulatoire à ces gens-là qui habitent de très loin, ça veut dire qu'il faut leur proposer une structure ou une capacité d'accueil sur le site. Et c'est un petit peu comme ça que l'on s'est dit, allez, on s'est tapé dans la main, on a dit, ce projet-là, on va le faire. L'association Les Liens du Cœur, elle va être une association un petit peu différente, parce que ça va être une sorte d'incubateur d'association.
ça va être une association qui va regrouper toutes les associations et puis finalement de construire un environnement et une maison qui sera la maison et qui sera un petit peu le réceptacle de toutes ces bonnes intentions. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé à construire le projet, comme avant d'arriver à ce qui commence à être aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, bien sûr, on comprend que cette maison, le besoin est parti initialement des enfants et des familles. Le service de cardiologie pédiatrique est sur un site d'hospitalisation plutôt de patients adultes. Et donc, c'était pas en fait rapidement, ce projet s'est intégré dans un besoin global de pouvoir accueillir des patients. Mais cette maison, en attendant, vous ne l'avez toujours pas. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que tu peux nous expliquer, Jean-Benoît, comment on fait? Comment on fait? On va aller quand même relativement vite aujourd'hui parce que, comme je dis, c'est la maison un peu de tous les intervenants. Le CHU de Bordeaux nous accompagne effectivement, est un acteur extrêmement important dans cette approche-là. Et puis, mais bien sûr que ça prend un petit peu de temps. On sait que nous, on est dans une réalité, ou en tout cas dans une temporalité à l'hôpital qui est parfois un peu différente de ce qu'elle est dans l'administration ou la vie, ou la construction, ou la gestion de projet. Nous, il faut que les choses elles arrivent très très vite, qu'elles soient faites effectivement dans l'instant. Et ça, c'est un petit peu pour ça qu'on est souvent frustré quand les choses n'avancent pas assez vite. Il faut quand même reconnaître que les choses vont très vite. On est en train là de finaliser l'AOT, c'est-à-dire l'occupation temporaire avec le CHU de Bordeaux. Donc c'est une question d'heures pour arriver à finaliser ce terrain. Et puis bien évidemment après on va lancer, c'est pour ça que cette journée aussi est importante. On va lancer la phase opérationnelle avec des appels à projets, avec une communication vers le grand public, vers le tissu économique de la région, vers des donateurs. Donc c'est ça effectivement aujourd'hui l'activité et l'action qui nous incombe. Mais malgré la Covid qui nous a un petit peu perturbé, j'ai envie de dire qu'on est toujours dans le timing qu'on s'était fixé. On n'a pas dérogé à notre organisation et à notre calendrier. Donc malgré ça, on est encore là et on y est bien. Ce que tu disais, oui. C'est un élément important et finalement c'est aussi peut-être donner la thématique ou l'axe de la maison. On est parti de la construction ou en tout cas de l'idéation de cette maison à partir d'une gestion de patients, d'enfants et de familles, bien évidemment qui demande une organisation complètement différente. On a besoin d'accompagner le patient qui est l'enfant et on a aussi besoin d'accompagner la famille qui, elle, n'est pas hospitalisée mais qui, bien évidemment, souvent, dans des pathologies chroniques ou des pathologies lourdes ou des pathologies longues, va être obligée de trouver un mode d'hébergement qui va durer des jours, des semaines, parfois même des mois autour de la structure hospitalière, surtout quand ils habitent loin. Et pour ça, il faut que la vie puisse continuer, que la vie puisse être ce qu'elle est, qu'elle soit le moins perturbée possible, que les parents puissent travailler, que la fratrie puisse avoir une éducation, ou en tout cas continuer à être scolarisée. Et surtout tout ça en maintenant ou en gardant le cocon familial. Et je pense que parce que c'est, comme le disait Madame Brézion tout à l'heure, un des éléments moteurs majeurs, indispensables, obligatoires à la guérison, en tout cas à la force qu'on peut donner aux patients pour s'accrocher et arriver à passer le cap qui est parfois un tout petit peu difficile. Donc ces éléments-là, ce cocon-là, cet environnement-là, c'est un petit peu comme ça qu'on a construit la maison. Et ce qu'on s'est rendu compte très vite, c'est que ce modèle, il est complètement extrapolable aux autres pathologies, aux pathologies de l'adulte, aux pathologies chroniques, et que finalement cet accompagnement, il peut se faire et en tout cas, il peut se proposer pour autre chose que des enfants, pour d'autres pathologies que les enfants. Et ça, c'est un petit peu le modèle assez innovant de ce qu'on va proposer avec notre maison d'accueil, notre maison des familles. C'est que c'est pas un hôtel, c'est pas une maison, c'est un lieu où on va échanger, où on va partager. Et on veut même que cette maison, ce soit aussi le lieu d'échange entre tous les professionnels de santé, les médecins, les paramédicaux, les patients, les parents, parce qu'on a énormément à gagner de cette approche, de cette éducation, et puis surtout de ces échanges permanents pour toujours l'intérêt, le bien-être du patient. Merci Jean-Benoît. Alors, c'est vrai que oui, bien sûr, ça prend du temps, mais en attendant quand même, l'association a essayé d'aider les familles et a mis en place la navette pour favoriser les déplacements entre les maisons des familles qui existaient. Mais on sent bien que c'est vraiment
un espèce de lieu qui n'est pas juste de l'accueil hospitalier, qui n'est pas juste de l'hébergement, qui veut en fait être un tissu d'association et vraiment pour aller au cœur peut-être même au-delà au-delà du séjour, peut-être même de l'insertion, d'accompagner, de proposer en fait de l'accompagnement tout au long de cette maladie chronique. Je crois que c'est l'élément extrême, c'est important de le spécifier ou de le signaler. On disait tout à l'heure qu'on était dans des groupes hospitaliers ou dans des hôpitaux qui innovent de plus en plus, qui sont véritablement sur des projets qui sont de plus en plus lourds, coûteux. Aujourd'hui, la technologie ne cesse de progresser et on demande aux structures et aux hôpitaux de pouvoir l'accompagner et d'être toujours dans la partie la plus innovante. Donc, il y a un moment où il faut aussi se dire que le lien, l'accueil, l'entraide, l'accompagnement des patients, c'est quelque chose qui aussi est fondamental. Après, est-ce que l'hôpital peut le faire? J'en sais rien. Est-ce que c'est son rôle? Je ne le sais pas non plus. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on doit tous inventer et en tout cas façonner un nouveau système de santé ou en tout cas une nouvelle organisation de santé où je pense où les associations, où le public a complètement sa place dans cette organisation-là. Donc, il ne faut pas toujours demander aux uns et aux autres de faire les choses. Je pense qu'à un moment, il faut se retourner les manches et arriver à le mettre en place et à l'organiser. Et puis surtout, d'aller chercher les besoins sur le terrain, au sein des services, dans les chambres des patients, dans les maisons qui vont accompagner ces familles. Et ces besoins, les faire remonter et être capable de les structurer en étant extrêmement opérationnel. Et ça, c'est ce que peut faire une association, c'est ce que peut faire et c'est ce que fait les Liens du Cœur. Et tu parlais de la navette tout à l'heure, quand on a décidé de faire de construire une structure d'accueil des patients, des parents sur le groupe Sud à Haut-l'Évêque, on s'est dit que ça n'allait pas se faire en quelques jours, en quelques mois, en quelques années, même si les choses avancent très très vite. Et on s'est dit, on ne peut pas, une fois qu'on a fait le constat qu'il manquait une structure d'hébergement sur le groupe Sud, on ne peut pas attendre 2, 3, 4 ans, 5 ans que les choses se mettent en place. Donc on va proposer autre chose et on a proposé la navette des Liens du Cœur. Et finalement, c'est cette navette qui fait un lien tous les jours entre les 3 maisons d'accueil qui existent donc sur le groupe Pellegrin à Bordeaux et le groupe Sud à Haut-l'Évêque. Rappelez que cette navette, elle est financée exclusivement par l'association Les Liens du Cœur, qu'au début, on est parti sur un nombre de passages ou de voyages qui a aujourd'hui complètement explosé. Il n'est pas rare que la navette, finalement, ce soit une navette plus une voiture qui suive parce qu'il y a trop de patients qui la prennent. Et la surprise que l'on a eue dans l'analyse, c'est que ce n'est pas que des enfants et des parents et des patients qui viennent dans notre service, c'est finalement des usagers de tout le groupe Sud, que ce soit de la cancéro, que ce soit même des services de gastro-entérologie, qui utilisent cette navette parce qu'elle existe. Donc ça veut dire qu'il y a véritablement un gros besoin sur le groupe Sud. Et ça nous a complètement conforté dans ce qu'on avait construit et mis en place. Donc je crois que c'est bien évidemment effectivement ces éléments-là qui fait qu'une association comme les Liens du Cœur a toute sa place. Et je pense qu'elle a toute sa place aussi pour construire en quelque sorte, ou en tout cas participer au mode ou au système de santé de demain. Merci beaucoup. L'heure tourne. Est-ce que, alors Madame Brésillon, je vous redonne la parole puisque vous avez découvert ce projet et en tant que présidente de l'association, comment vous pouvez, comment vous pouvez imaginer collaborer et comment vous pouvez vous imaginer vous implanter dans une maison comme celle-là? Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je connais bien les 3 maisons qui sont en bas, j'allais dire, sur le site de Pellegrin. Et j'avais eu la connaissance lorsque j'étais élue de cette navette et je me demande si la ville ne l'avait pas soutenue, enfin peu importe, mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Moi, je pense que les maisons d'accueil sont une réponse absolument formidable à tous les besoins que l'on a évoqués là, pendant cette matinée et elles ne sont pas assez nombreuses. Donc, j'ai découvert ce matin ce joli projet de maison en bois, vos réflexions, tout ce que vous imaginez dedans, ce bien-être, mais à la fois au milieu des bois. Et je pense que ce sera pour les parents et les usagers un endroit de ressources qui permettra d'aller mieux et de souffler, un moment de répit. Et comme vous le disiez, professeur, de pouvoir optimiser la qualité des soins. Et voilà, moi, à titre personnel, je suis à fond avec vous. J'ai très envie de pouvoir vous aider. Notre association, bien sûr, pourra répondre aux besoins de scolarité parce qu'il faut vraiment éviter cette rupture de scolarité aussi bien pour l'enfant malade qui est hospitalisé, mais aussi peut-être pour la fratrie. Je veux dire, il faut que la vie continue dans toute la famille. Donc, nous sommes
Nous avons justement une assemblée générale cet après-midi en Zoom, donc j'évoquerai, si vous en êtes d'accord, j'évoquerai cette idée, ce joli projet. Et puis, ben, on a 200 profs bénévoles. Je suis sûre qu'ils seraient ravis de pouvoir venir collaborer à cette nouvelle maison des liens du cœur, cette maison en bois, qui est une belle nécessité. Et je trouve que c'est un très joli partenariat avec Madame Moulin, tout ce que vous avez dit, le CHU est vraiment partie prenante, la filière bois, les associations. Et je suis sûre que, professeur, si vous faites appel aux nombreuses associations bordelaises qui peuvent vous aider sur ce sujet, elles répondront présent. En tout cas, bravo. Bravo pour ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci à tous. Nous sommes obligés de conclure cette première session, mais je crois que je vous remercie tous les quatre parce que nous avons pu, je crois, poser le contexte de cette table ronde et nous allons maintenant pouvoir lancer les échanges et pouvoir donner la suite aux prochaines sessions. N'hésitez pas à intervenir sur le chat, à faire vos commentaires, à poser des questions. On pourra aussi vous répondre et les intervenants pourront vous répondre. Vous êtes là un petit peu plus nombreux, de plus en plus nombreux à vous connecter. Donc, n'hésitez pas. Et donc, merci encore Madame Brésillon, Madame Moulin, Patrick Molinier, Jean-Benoît Tambo, d'avoir bien voulu participer à cette première session. Je vous souhaite une très bonne journée et bonne journée à tous pour cette merci aux table ronde. Ils sont absolument formidables. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au On revoir. continue. Au revoir. Au revoir.